Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Politalks, le podcast politique, jeune et indépendant. Aujourd'hui, nous recevons Ala Aloujami, qui a fui la Syrie pour rejoindre la France en 2015, où elle a obtenu l'asile avec son mari et ses 2 enfants. Bonjour Ala, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à vous. Tout d'abord, j'adresse une pensée pour les peuples turcs et syriens durement touchés par un séisme le lundi 6 février. Merci, c'est très gentil de votre part, mais c'est une catastrophe. Pour commencer, pourquoi et comment avez-vous quitté la Syrie ? Pourquoi ? À cause de la guerre, on avait vraiment peur pour les enfants, on avait vraiment peur pour leur futur, leur avenir. Et puis la situation était insupportable. Donc on s'est dit on va partir travailler 1 an, 2 ans en Jordanie et on reviendrait après. Sauf que on est sorti, on n'a pas pu revenir, donc voilà, c'était pas prévu déjà. Donc moi j'ai eu un contrat avec une université en Jordanie. Avant d'y aller, je suis allée pour 1 semaine, j'ai signé le contrat d'enseignement dans une université privée. Et puis, je me suis dit, on y va, on passe quelques mois, 1 an, 2 ans au maximum, et on rentre. Je suis allée avec mon fils au début, après mon mari, ma fille m'ont suivi. Et en Jordanie, on est resté 2 ans. Et après, on a découvert, on s'est rendu compte que on peut pas rentrer en Syrie parce que la situation n'était pas encore réglée. On pouvait pas rentrer, donc on s'est dit, on cherche un autre pays parce que en Jordanie, la situation était encore difficile parce que les Jordaniens ne donnaient pas des permis de travail pour les Syriens. Donc, puisque moi les universités avaient besoin des enseignants, donc on m'a fait un permis de travail, mais ni mon mari ni ma fille qui étaient, tous les 2, ils étaient architectes, ne pouvaient pas travailler. Ils travaillaient quand même, mais en noir, donc ils touchaient la moitié du salaire, et puis, ils prenaient le risque, bien sûr, de travailler en noir. Et c'est pour ça qu'on a pensé de sortir de la Jordanie, de chercher un autre pays pour s'installer tranquillement, sans des problèmes, sans prendre des risques. Et c'est là qu'on a commencé à faire des demandes dans les ambassades occidentaux. En Jordanie, on a fait plusieurs demandes et la demande à l'ambassadeur de France était favorable finalement. Après plusieurs démarches, mais elle était favorable finalement. Par quel moyen de transport êtes-vous arrivé en France ? Heureusement, nous, on a eu la chance d'avoir un visa D de l'ambassade de France en Jordanie avant de partir et on est venu en avion. On n'a pas dû fréquenter la mer et venir par bateau. Et depuis votre arrivée en France, quel a été votre parcours ? Donc, depuis notre arrivée en France, la première chose qu'on a fait, c'est vraiment de faire des demandes d'asile près de la préfecture de Caen. Et puis, dans quelques mois, on a eu l'asile, on a eu le statut de réfugié politique, tous les 4. Dès qu'on a eu ce statut-là, on a commencé à chercher du travail. Déjà, les enfants et mon mari, ils ont commencé à apprendre le français, moi aussi, parce que moi je connaissais un peu le français, mais je maîtrisais pas tant que ça. Et puis les enfants, ils connaissaient aucun mot en français, ni mon mari. Donc ils ont fait de leur mieux pour apprendre le français, pour pouvoir s'intégrer dans la société. Et donc, on a commencé à chercher du travail après, et puis, au début, c'était très, très, très dur, parce que commencer du zéro, dans une société qu'on connaissait pas avant, ou bien qu'on connaissait, mais comme touriste, pas plus que ça,
comprendre la culture, comprendre la société, apprendre la langue, savoir comment s'intégrer, savoir comment faire dans la société. C'était très 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 difficile au début. Très difficile. C'est pas facile du tout, mais on était vraiment très motivés. Mon mari, en arrivant ici, avant notre arrivée en France, il nous a dit: on va pas regarder en arrière, on va regarder qu'à devant. Enfin, on va avancer. Si on veut bien avancer, il faut pas regarder en arrière. Ce qu'on a fait finalement, et donc on était tellement motivés pour pouvoir rester en France, pour pouvoir vivre et s'intégrer en France. Et justement, vous avez choisi la France comme destination, mais pourquoi ce pays plutôt qu'un autre? C'était pas vraiment un choix. On a fait plusieurs demandes. On a fait une demande pour le Canada, on a fait une demande pour l'Allemagne, on a fait une demande pour la France. On a fait plusieurs demandes, mais finalement, l'ambassade de France nous a appelés en disant vous avez fait une demande, est-ce que vous pouvez venir faire un entretien? Donc on a fait l'entretien, ils ont envoyé les papiers en France et on a eu la réponse favorable. Donc c'était pas vraiment un choix, mais c'était un choix et pas trop un choix. Rapidement après, vous êtes devenu professeur à l'école d'architecture de Rouen. Comment est-ce que vous avez réussi à vous intégrer si vite en France, à être professeur au bout de si peu de temps? Moi, j'étais enseignante déjà à l'université de Damas durant des années, 28 ans à Damas. Et en allant en Jordanie, encore, j'ai enseigné l'architecture dans une université privée en Jordanie pendant 2 ans et à l'université publique, pareil. Et donc, je me suis dit, je cherchais du travail, mais dans le domaine d'architecture, c'est vraiment très bouché et il me semble que c'est pas facile de trouver un travail. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer dans le secteur d'enseignement pareil que je faisais avant. Une amie à moi m'a mis en contact avec un enseignant qui travaillait à l'école d'architecture. Et lui, il m'a dit, je peux rien faire pour vous que prendre un rendez-vous avec la directrice et vous venez vous présenter. Donc, ce qui a été fait. Et finalement, je suis allée pour faire un entretien. Et puis, après l'entretien, à l'école d'architecture, on m'a dit qu'il y a un programme qui s'appelle Programme Pause, qui a été lancé par le ministère de l'enseignement supérieur et qui fait intégrer tous les enseignants-chercheurs en exilé dans les établissements universitaires en France et dans les laboratoires de recherche. Donc, on m'a dit, si vous montez votre dossier, on va le compléter et on va l'envoyer au ministère des enseignements supérieurs, de l'enseignement supérieur, et on verra si on sera admis finalement. Parce que c'est un programme au niveau de toute la France et puis dans tous les secteurs, dans tous les filières. Voilà, on a fait le dossier, j'ai monté mon dossier à l'école d'architecture et eux, ils ont complété le dossier, ils l'ont envoyé au ministère de l'enseignement supérieur, on était admis. Sauf que ce programme dure que 2 ans au maximum pour laisser les autres profiter de ce programme d'accueil finalement, c'est un programme d'accueil. Et donc, après terminer les 2 ans, on m'a proposé à l'école d'architecture de rester avec eux, comme contractuel, d'enseigner toujours avec eux. Et ça fait 5 ans que j'enseigne à l'école d'architecture de Normandie. Parlons un peu d'actualité. Le projet de loi immigration fait actuellement débat dans la sphère politique française. Il prévoit notamment d'exécuter systématiquement les obligations de quitter le territoire français, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, car seulement 14% des OQTF ont été appliqués en 2019, selon un rapport du Sénat. Mais alors, que pensez-vous de cette mesure ? J'espère que ce projet de loi donne des résultats, des conséquences positives.
parce que c'est vrai qu'ils vont exécuter les OQTF, mais en même temps, ils vont vraiment régulariser la situation d'une partie des migrants qui se trouvent en France, qui sont motivés à travailler, qui travaillent, qui ont travaillé durant, je crois, 8 mois, durant les 48 mois, c'est ce qu'on appelle 48 mois. Le titre métier en tension, c'est ça, le titre de séjour. Ouais. Voilà. Donc, si une partie de ces migrants peuvent profiter d'un titre de séjour, d'une permission de travail, de régulariser leur situation, c'est déjà bien, ça. Après, exécuter si j'ai bien compris, exécuter les OQTF pour les personnes qui font rien, qui font des problèmes, qui font je crois que c'était ça le but, qui ne respectent pas l'ordre public. Donc, après, si on commence par régulariser la situation d'une partie des personnes qui sont motivées à travailler, je crois que ça va motiver les autres à faire pareil, à être sérieux, à travailler. J'espère. Je sais pas après l'exécution comment ça va être, mais j'espère qu'il donne des conséquences positives, plutôt positives que négatives. J'espère. À l'échelle nationale, Marine Le Pen, souvent décrite comme d'extrême droite, multiplie les déclarations contre les personnes immigrées. Mais à votre échelle, subissez-vous le racisme dans votre quotidien en France ? Vraiment, franchement, moi, j'ai jamais eu du racisme en France. J'ai jamais subi ça. Il y a parfois quelques comportements par des gens individuels, qui comprennent pas trop, mais ce sont vraiment des comportements, c'est pas général, on peut pas généraliser. Nous, depuis notre arrivée en France, on a eu qu'un bon accueil, que des gens qui sont vraiment très 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 accueillants, très sympas, qui nous ont aidés à s'intégrer, à faire à avancer, si vous voulez, dans la société. Vraiment non, on n'a pas subi de discrimination. À présent, je vous propose d'entendre plusieurs questions que vous ont posées des personnes interrogées dans la rue par Marius Joly. Je vous laisse y réagir ensuite. Qu'est-ce qu'elle attend de la France et des Français ? En arrivant ici, vraiment, j'attendais rien. J'attendais qu'avoir une vie digne, une vie en paix et tranquille. C'est ce que j'attendais en arrivant ici. Et finalement, avec la motivation, avec si vous voulez, la gentillesse des gens qui nous entourent, on a eu beaucoup plus que ça. On a eu vraiment un accueil très très chaleureux. On a eu des amis. On a en ce moment des amis plus des Français qu'Arabes, mais voilà, on est bien intégrés. C'est bien, enfin. Mais au début, on n'attendait rien. La question que j'aimerais lui poser, si elle se sent protégée en France, si j'avais le droit à une question. Ah là, pour le moment, oui. Après, personne ne le sait parce que ça dépend du gouvernement qui va venir dans la France, si c'est vraiment l'extrême droite ou bien si la droite. Je ne sais pas si la situation va rester comme ça. Mais pour le moment, oui, je me sens en sécurité, je me sens vraiment en paix, en tranquillité et voilà, tout va bien. Comment elle fait pour se réveiller chaque matin et aller au travail en sachant que sa famille reste en Syrie? Comment elle fait pour rester forte, disons? Heureusement qu'il n'y a pas de familles proches qui sont restées en Syrie. On est sortis tous ensemble. Moi, j'ai qu'un seul frère qui est en France, pareil, et mon mari, il a des frères et des sœurs qui sont partout dans le monde, mais pas en Syrie.
Donc, et mes parents, mon père, il a été décédé avant de partir. Ma maman, elle était avec nous. Donc, voilà, on était tranquille de ce côté-là. Après, avoir la force pour continuer la vie, c'est pas facile au début, mais quand on a la motivation, quand on n'a pas le choix, il faut le faire. Il faut le faire. Si on le fait pas, on n'avance plus. Donc, il faut le faire. On n'a pas le choix. Et vos enfants, comment est-ce qu'ils ont eu la force de changer de pays? Au début, mes enfants n'étaient pas très d'accord, surtout mon fils qui avait 15 ans. Il est sorti de la Syrie, il avait 13 ans. Donc, il a fait un changement de la Syrie vers la Jordanie et dès qu'il s'est intégré en Jordanie, on lui a dit on va encore changer en France. Il n'était pas du tout motivé, il était vraiment tellement triste de quitter la Jordanie parce qu'il venait de s'intégrer. Mais en arrivant en France, pareil, et moi, au début, puisqu'il ne connaissait pas la langue, ils l'ont mis dans une école française avec des Français, sans soutien scolaire, sans apprendre la langue, sans rien de tout. Et moi j'attendais à chaque fois qu'il venait me dire moi je veux retourner dans mon pays, je vais pas rester en France. Et je sentais qu'il y avait des périodes de dépression chez lui. Il était vraiment tellement mais il s'est débrouillé tout seul. Il s'est appuyé sur personne, il n'a pas voulu qu'on l'aide, il a voulu qu'il sorte de cette situation tout seul et il l'a fait. La fille, elle était plus motivée que lui et elle a, en arrivant ici tout de suite, elle a fait des cours de français, elle a appris le français, elle a fait un master à l'école des mines ParisTech à Paris et puis elle a trouvé de travail, elle a travaillé. C'était plus facile pour la fille que pour mon fils. Dans le futur, est-ce que vous voulez demander la nationalité française? C'est déjà fait. On l'a demandé, on l'a eu il y a 1 an et demi presque. Donc tous ensemble, on a fait des demandes tous ensemble et on l'a eu tous ensemble. Donc en ce moment, on est franco-syrien. Super. Un grand merci à vous d'avoir répondu à mes questions, dans un français parfait en plus. C'est moi qui vous remercie et pardonnez-moi si j'ai fait des petites erreurs de français. Mais c'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Vous pouvez réécouter les derniers épisodes sur Deezer et Spotify. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt sur Polytalks.